Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. Ça va bien? Très bien. Vous êtes toujours Europe CIO Ouais. de Stellantis? Enfin, ce matin encore, oui. Ce matin, c'est un petit constructeur automobile, ça, Stellantis, je crois. Oui, j'en dis un mot Vous juste allez dire un après. petit mot J'en dis un mot. et on parle de nouvelle ère de l'agilité. Absolument. Ah bah alors, C'est le titre de parlons-en. l'intervention, donc je vais en parler. Allez, c'est Voilà. parti. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour témoigner à la fois de cette mise en œuvre du projet NEA, New Era of Agility, et puis de partager avec vous quelques commentaires. Et j'en profite quand même pour rappeler que Stellantis, c'est le résultat de la fusion en janvier de l'année dernière, 18 mois maintenant, de deux constructeurs, PSA et FCA, et vous avez devant vous la constellation de l'ensemble des marques. Il y en a 14 pour l'automobile, 2 de mobilité, et puis une qui a trait à l'après-vente. Alors, je n'ai pas le carnet à souche des 14 marques, mais si l'un ou l'autre est intéressé par un des produits, il n'y a pas de problème pendant la journée, je saurais vous dire quelques petits mots. Jetez un coup d'œil du côté de DS4, d'Alfa Romeo Tonale, c'est assez fantastique, et ça présage de ce que seront les produits dans les mois qui viennent. Voilà. Alors, je rentre dans le sujet, et en vous rassurant tout de suite, je ne vais pas faire un speech de chimie ou de biochimie, peut-être une pincée d'alchimie management plus tard, mais ce qui est intéressant avec ces deux sales bestioles de H1N1 et de Covid, c'est qu'elles ponctuent, elles jalonnent une grosse dizaine d'années du passage d'un petit peu de connexion à distance en dehors de l'entreprise à quelque chose qui est quasi systématique. Alors pourquoi ça? Eh bien, si on revient à l'époque de la menace H1N1, alors on va me dire ça a fait pchit. Oui, on a acheté des masques et des vaccins pour pas grand-chose, sauf que les pouvoirs publics ont fait à l'époque une véritable mobilisation. J'étais à l'époque en charge de l'infrastructure dans le groupe, et je me souviens très bien de la préparation à laquelle on s'était donné pour savoir s'il y avait un coup dur, qui aurait la priorité pour se connecter, etc., etc. Des choses aussi, comment est-ce qu'on pourrait remplir les réservoirs de carburant de nos data centers si on arrivait au bout des réserves pour les groupes électrogènes. Alors, ça nous a aussi permis d'investir dans une infrastructure de connexion à distance, depuis en dehors de l'entreprise, et spécialement des infrastructures VPN. Assez généreusement, ça ne nous aurait pas trop couvert sur la totalité du besoin, évidemment. Et en fait, on ne les a pas vraiment utilisées dans l'immédiat. Mais elles étaient là, et on les a toujours entretenues. Et puis après est arrivé 2 événements, l'arrivée du télétravail. Alors dans l'automobile, c'était un truc qui n'a pas beaucoup motivé au départ le management. Tout le monde craignait un truc à la con, excusez-moi l'expression, et qui soit en fait pour les cas spéciaux, dit autrement pour les cas SOS, et un support très limité. En plus, télétravail vraiment très contraignant, avec des avenants à signer, etc. Par contre, ce qui a été un très beau succès, c'est le travail à domicile. Tout ça a été évidemment encadré dans le cadre d'accords avec les partenaires sociaux. C'était le TAD à partir de 2016, et chaque fois, on a mis à jour, on a augmenté notre infrastructure de connexion à distance. Et le TAD, c'est un portefeuille de 25 jours, pris à discrétion de le salarié, par défaut, accord de la hiérarchie. Et c'était vraiment un round d'entraînement et de préparation des esprits à du télétravail à plus haute dose. Donc c'était très, très apprécié. Ça a vraiment rodé la maison. Et puis est arrivé le Covid avec les effets que vous connaissez. Et évidemment, le Covid il advint pas que pour PSA ou Stellantis, mais pas à peu près pour tout le monde, évidemment. Pour nous, ça a voulu dire, très peu de temps avant le confinement, on s'est quand même posé la question si on allait faire face, comme tout le monde, à ce besoin de connexion. En gros, on était armés, en théorie, pour faire face à une vingtaine de milliers, 25 000 connexions instantanées. On avait la chance d'avoir prévu, robustifier notre affaire avec une infrastructure redondante passive à peu près du même ordre. Donc je me souviens avoir donné l'ordre que la moitié de la redondance soit passée en active, en priant pour que Murphy reste au lit et ne nous fasse pas le coup de la loi habituelle, et qu'on plante et qu'on ne sache pas se récupérer à plus que le quart de puissance de feu restant. Bon, on a été écoutés, ça a demandé un peu quand même de tuning du réseau, mais c'est passé. Et puis l'autre fait marquant de cette période du Covid, moi je remercie chaleureusement du fond du cœur tous les conjoints des employés PSA de l'époque. Parce que quand ils comparaient leur possibilité de travailler à distance avec celle de leurs conjoints, ils trouvaient quand même qu'ils étaient bien servis par leur IT. Ouais, ça sert quand même pas mal. Ce qui fait que ce fut une heure de gloire, y compris vue du top management,
Alors, j'avais prévenu, j'avais anticipé que ça serait probablement de courte durée, mais pour une fois dans la vie des informaticiens, on était considérés comme ceux qui sauvaient la mise, ce qui était effectivement le cas, ce qui nous a valu une certaine tolérance sur les dépenses en pleine période de confinement, parce que quand même, pour une boîte comme l'automobile, en 48 heures, toutes les usines se sont arrêtées. Moi, j'avais jamais vu ça. Quand on les arrête de façon programmée pour les breaks d'été, c'est une chose, mais là, soudainement, tout s'est arrêté. Et donc, ça posait quand même un petit problème de trésorerie. Donc, on a abattu les dépenses d'à peu près 80%, sauf à l'Haïti. Par contre, on a gelé toute la partie build, à peu près gelé toute la partie build, sans trop impacter des projets de plus longue haleine. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant ce mois, l'entreprise s'est mobilisée pour sauver la mise sur la trésorerie. Et puis, très vite, le top management ou le top manager a vite compris que si on était capable de mettre autant de monde aussi rapidement en télétravail sans qu'il y ait un impact trop lourd, en fait qu'il n'y ait pas d'impact, la boîte a continué de tourner, et ça nous a induit sur l'idée de cette affaire de NEA, New Era of Agility, annoncée sur LinkedIn en mai 2020. Et en interne, ça a donné lieu à une petite enquête pour savoir ce que pensaient les gens du télétravail. Alors évidemment, ils ont été 84% à répondre que c'était top. Bon, ils ont répondu ça, sauf que il y a quand même, entre les lignes, on peut lire une petite inquiétude sur la perte du lien social. Et puis évidemment, en filigrane, tout le monde avait compris, une opportunité considérable pour réduire les surfaces immobilières. Alors j'en arrive à trois slides, qui sont les slides officiels de ce projet, de l'annonce et de la communication qu'on en fait en interne. Donc vous voyez ici la formulation tout à fait formelle, tout à fait corporate, qui est un peu différente de la façon dont je l'exprime ce matin, en termes plus simples. Mais en gros, on voit le bien-être des salariés, on affiche une plus grande agilité, une plus grande efficacité, ça c'est absolu. Il n'y a plus de perte de temps entre les réunions, ce qui fait que très rapidement, les gens font des journées non-stop, 8h, 20h, en enchaînant les réunions. Vous connaissez ça pour beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et puis, ce qui n'est pas dit dans la chanson, mais que tout le monde a compris, c'est qu'on a fait des gains considérables, encore une fois, sur les surfaces immobilières. À titre d'exemple, le siège historique de Peugeot à Grande Armée avait été cédé. On avait un siège à Rueil, je crois qu'on l'a utilisé seulement 18 mois, puisque Covid aidant, on a considéré que ce n'était pas la peine que les gens y reviennent après le confinement. On a cédé ces surfaces et on s'est tous retrouvés à Poissy. Alors avec quelque chose qui n'est pas top. Si ce projet avait dû démarrer après le premier confinement, on l'aurait conduit d'une façon comme un projet, comme on conduit un projet dans l'automobile, très organisé, avec des informations, etc. Or, toute cette période vasouillarde, de 18 mois, j'y vais pas, je reviens pas, je suis dans le Covid, j'y suis plus, j'ai le mal, j'ai plus, a quand même introduit une période où les gens ont plutôt pris l'habitude de rester chez eux. Et ça, c'est l'objet d'une inquiétude de la part du management, en tout cas de la mienne. Il faut quand même qu'on fasse revenir les gens à un moment ou à un autre. Je ne veux pas évidemment détailler ce deuxième slide, c'est juste pour attirer votre attention sur ce qui a été convenu. 30% du temps de présence au bureau seulement. Alors on peut dire en contraposé que 2/3 du temps, on est à la maison, où on voudra d'ailleurs. Ce qui est un peu intéressant, puisque la maison a beaucoup changé pour certains. Certains Parisiens se sont éloignés en Bretagne. Moi, j'ai opéré un retour à la terre dans le Jura. J'en suis le plus heureux, sauf que je suis plus préoccupé par la météo à cause des impacts sur l'agriculture qu'avant. Et puis, on a des considérations sur les différents métiers. Par exemple, la R&D, ils sont en moyenne à 49%. Pardon. J'étais en train de dire, il est vachement bon, mais je ne savais pas que mon micro était allumé. Ah. Excusez-moi. J'avais entendu un bruissement. Non. Bon, la R&D, ils sont à 49%. La R&D ne peut pas être à 50 ou à 40. Forcément, c'est plus compliqué. En fait, ils ont fait une matrice. La R&D aime la matrice. Où en fonction des phases du projet et du métier, ils sont à 3 jours,2 ou à 4 jours,4 et ça donne 49 en moyenne. Bon, la banque, ils sont à 50%, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que globalement, à peu près, les gens sont à 30%, ce qui veut dire 1 jour et demi, ce qui veut dire 1 jour ou 2 jours. Ensuite, il a fallu qu'on signe des avenants. Donc là, c'est encore en cours, c'est une très grosse activité, parce que si vous signez un avenant en Allemagne, ça ne se signe pas comme en France. Donc il y a beaucoup d'activités qui est tournée autour de ces sujets administratifs. Et puis le dernier point que je voulais partager avec vous, pas de la matinée, avec les slides officiels j'entends, c'est que on était beaucoup passé en open space en 2015. Tout le monde était en open space, même les directeurs généraux qui n'avaient pas de bureau attitré.
Et on s'y est fait, on s'y est plutôt bien fait. Et dans le cadre de cette affaire NEA, il y a eu des grands esprits qui sont intervenus, qui ont participé au cadre du projet, qui ont dit il faut cette fois qu'on passe dans des espaces collaboratifs pour le brainstorming, etc. C'est vachement bien. Ah, ils en ont voulu un peu trop. Hein. Et je suis à Poissy cette semaine, j'y suis tous les 2 semaines. Et le problème, c'est que les espaces collaboratifs sont un peu vides et les open space saturés. C'était un peu prévisible. Donc je pense qu'on va un peu réguler ce curseur où on a, comme vous le voyez, 75% d'espaces dits collaboratifs, donc un peu bling-bling, moderne. C'est super bien quand on fait des travaux en groupe, mais les gens, quand ils sont au bureau, ils font aussi du travail en plus petits comités et souvent même individuels. Alors si je devais faire un premier résumé ou un premier bilan de ce qui a été fait durant cette phase-là, la première chose qui vient à l'esprit, comme pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'on a réussi à assurer la continuité de service sans anicroche, ce qui est quand même remarquable. Et je trouve, pour ce qui me concerne, qu'on a eu la chance de ne pas avoir trop de pannes ou trop d'ennuis de réseau, comme d'ailleurs je trouve qu'on en a un peu plus en ce moment. Avec les affaires de vandalisme, de vol de câbles, on commence à être un peu préoccupé par ces affaires-là. La deuxième chose, c'est qu'on a fait une fusion à distance. Alors ça me laisse un peu pantois, mais on l'a fait. C'est-à-dire, vous imaginez 2 groupes de taille à peu près comparable. PSA était extrêmement global au point qu'il était surtout européen et beaucoup français. Et puis, on se marie avec quelqu'un qui a 2 pattes, une aux États-Unis, une à Turin, en Italie. Et sans vraiment connaître les gens, on a construit des organisations, on a fait des choix de staffing pour convenir des nouvelles responsabilités. Ça s'est honnêtement plutôt bien passé dans ces conditions. Et alors ça donne lieu à des choses très surprenantes, parce que vous avez un interlocuteur que vous voyez à distance, vous l'imaginez en général de la taille standard, avec un regard pas très expressif. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous le voyez, il est plus grand ou plus petit, il a un regard beaucoup plus perçant que ce que vous imaginiez, et puis Dieu soit loué, de temps en temps, il a la ceinture abdominale un peu relâchée, comme ça peut être mon cas, ça peut être un peu rassurant. Voilà. Bon, c'est quand même assez inédit. On a assuré, là encore, la continuité des activités. C'est un sujet, pour l'IT comme pour les autres métiers, de satisfaction. Alors évidemment, dans les résultats concrets, il y a l'optimisation immobilière. C'est juste impressionnant, je ne vous donnerai pas de chiffres, mais c'est assez simple pour le trouver. Vous faites le calcul à la retourne des 30% de présence sur site, si ça vous avait échappé. Et puis, mine de rien, on n'est pas loin du zéro papier. Ça fait des décennies, ça fait que depuis que je suis tout petit dans l'entreprise qu'on parle de ce truc-là, qui est une chimère, où plus on parlait de zéro papier, plus on produisait. Ah là, on en a produit du zéro papier. Pour une raison simple, c'est que les gens impriment chez eux. Donc ils impriment moins. Ensuite, on a commencé à faire l'implémentation de ce projet NEA. On est aujourd'hui avec la, entre guillemets, sortie du Covid dans une bonne marche. Et un des problèmes, c'est de faire revenir les gens, puisqu'il y a certains collaborateurs qui ont trouvé une certaine aise à rester chez eux, quand d'autres, à contrario, se sont empressés de revenir au plus vite parce qu'ils se trouvaient quand même très esselés. Alors j'en arrive maintenant à des commentaires plus personnels sur ce que m'inspire cette évolution qui est un vrai bouleversement dont je pense qu'on ne mesure absolument pas tous les impacts et d'ailleurs toutes les opportunités. Alors la première chose, si vous deviez garder, me semble-t-il, une chose de cette intervention, de ce témoignage, c'est cette question-là. C'est pas la peine de tourner autour du pot de savoir si le télétravail c'est bien ou pas. Il y a qu'Elon Musk qui se pose cette question. Tout le monde y est passé. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est au bureau. Et évidemment, j'ai l'impression d'enfoncer un peu une porte ouverte quand je dis ça, mais c'est véritablement sincère. Parce que si quand les gens viennent au bureau, on fait le même cirque qu'on faisait avant, ça sert à rien. Si quand les gens viennent au bureau, ils sont derrière leur écran individuellement, comme ils sont quand ils sont à la maison, on rate quelque chose. Et on rate vraiment quelque chose. Donc ça sous-entend que cette question, les gens se la posent. Et ils se la posent à un niveau qui est le rôle du manager. Le manager, c'est qui? C'est moi, c'est la middle management, c'est un peu tout le monde, hein, quand même. Et alors là, je crois que c'est la deuxième chose que je proposerais comme takeaway, c'est que le télétravail sur le management, il a un effet amplificateur. C'est-à-dire que les mauvais deviennent nuls. Et les bons, ils peuvent devenir très bons. Je parle des managers. Pourquoi ?
Parce que si vous avez un manager qui est handicapé de l'interface, genre parc à huîtres, et que vous le mettez dans un environnement de télétravail, il va manager avec des KPI, le gaillard. Ça manque quand même un peu d'interconnexion, hein. Donc, ma recommandation, c'est d'y faire très attention. Mais par ailleurs, il y a des gens, des managers qui étaient bons. Alors bon, pourquoi je ne vais pas faire un cours de management, j'aurais pas cette prétention, en tout cas pas le temps. Il y a des gens qui ont un certain savoir-faire pour établir du lien, pour motiver les gens, pour donner du sens, etc., etc. Et ils trouvent des idées pour continuer à motiver les gens, donner du sens, blablabla. Et avec un effet amplificateur dans le bon sens. Donc si vous avez de la responsabilité d'équipe et de manager, à mon avis, posez-vous la question, vérifiez qu'ils s'occupent du sujet, que par exemple, ils se préoccupent de savoir pourquoi les gens qui sont jamais revenus au bureau depuis 2 ans, pourquoi ils sont jamais revenus et quand est-ce qu'ils vont peut-être revenir. En gros, qu'ils les recadrent pour qu'ils reviennent. Enfin, c'est ce que je propose. Et il y a une idée d'inventer la vie qui va avec. Alors, quand j'ai écrit ça, je me suis dit après, ça doit être le slogan de la Twingo. Alors, venant d'un type de concurrence, bon, mais oubliez le lien, c'est quand même vrai. Voilà, faut imaginer qu'est-ce qui peut se passer. Et puis alors, surtout, pragmatiquement, ne pas attendre l'avis des gourous ou des experts. Parce que là, le problème, c'est que si vous attendez que le corporate ou les RH vous donnent des lignes de conduite, c'est des gens intelligents, hein, ils vont le faire. Le problème, c'est qu'ils sont obligés de se placer sur un plan très générique. Et animer une équipe IT ou animer une usine ou une filiale commerciale, il y a des fondements qui sont les mêmes et il y a des spécificités. Donc si les managers s'en occupent pas, qu'ils s'inspirent de ce qu'on leur dit quand on leur dit quelque chose pour l'adapter à eux-mêmes, qu'ils attendent qu'on leur dise comment faire, à mon avis, on est mal parti. Et puis, je pensais aussi en écrivant ça, quand on est manager, il y a 2 populations dans les équipes sur lesquelles il faut avoir l'œil. C'est les extrémistes et le ventre mou. Les extrémistes, parce que vous avez des fanatiques, parfois ils sont très utiles, parce que c'est des gens qui tirent vers des nouvelles façons de faire, etc. Mais il faut des fois quand même avoir la manette du frein ou la direction en main. Pardon, quand vous parlez de fanatique ou d'extrémiste, extrémiste de quoi ou fanatique de quoi? Dans le métier, évidemment, je sais qu'on est quelques jours après les élections, je ne parle pas de ça. Je parle évidemment de ce qui concerne le métier lui-même. Hein, si vous êtes dans une équipe technique avec un CTO, vous pouvez avoir des gens qui ont des visions extrémistes, ils sont très convaincus de quelque chose. Quand vous les avez sous la main, vous discutez, vous comprenez, s'ils mettent la bonne en face, s'ils en font pas un peu trop fort, etc. S'ils sont à distance, ça peut être plus compliqué si vous lâchez les manettes. Et puis le ventre mou, alors là c'est le sujet, je pense, essentiel du management, c'est-à-dire vous avez une masse à géométrie variable dont vous ne savez pas très bien ce qu'ils ont en tête, et quand vous opérez des changements, vous avez intérêt à mettre les doigts dans la prise pour savoir ce qu'ils ont en tête et comment ils opèrent. C'est plus compliqué à savoir quand on est à distance. Donc ça fait partie des choses que le manager doit pouvoir maîtriser. Alors, dans le contexte du NEA, chez Stellantis, il y a des formations en e-learning que j'ai trouvées plutôt bien faites parce qu'elles conseillaient dans l'activité sur site. Donc ça veut dire qu'il y en a une quand même, c'est-à-dire tous les gens ne peuvent pas rester chez eux, même s'ils sont confortables à Valbonne ou du côté de Saint-Brieuc ou dans le Jura. D'abord, quand on est au bureau, c'est pour trois choses. 3 C. C, c'est pas comme C, 3 petits points. Hein, c'est créer, connecter, célébrer. Alors, créer, c'est tout le topo sur le travail interactif, les workshops, etc. Ok, j'insiste pas, vous avez compris. C'est le collectif. Mais c'est aussi se connecter. Et dans la connexion, je commence à être plus proche de la sortie que de l'entrée de ma carrière. Et je me rappelle de toutes les conversations impromptues. Anodine apparemment, qui fait que quand on rencontre quelqu'un dans les couloirs, évidemment, si on parle que du foot ou du rugby, ça ne sert pas forcément immédiatement. Mais quand on parle du travail, c'est très utile. Et j'ai des tas d'exemples sur des changements de carrière de ma part, où j'avais l'impression d'être préparé à arriver dans un nouvel environnement, parce que j'en avais parlé avec des collègues, où on apprend des rumeurs, ou parfois, c'est sympa, des choses croustillantes. Et en tout cas, c'est ce qu'à une époque, on appelait le management by walking. Et donc, moi, par exemple, j'ai conseillé aux gens de temps en temps de se sauver des réunions et de se dégager du temps. Ce que je fais.
Moi, j'ai mon collègue italien qui adore les réunions. Donc, de temps en temps, je le laisse aux réunions. Et puis, je vais dans les couloirs. Et puis, célébrer, alors ça, c'est important. Parce que, en particulier à l'Haïti, on se prend les scuds des complaintes, des lamentations sur les différents problèmes qu'on peut avoir, et on oublie un peu de fêter les résultats. Et ce n'est pas les utilisateurs qui vont les célébrer pour vous, hein. Enfin, je ne fais pas le dessin. Donc si vous ne prenez pas soin de temps en temps de dire « bon, on se retrouve ensemble tel jour, et puis on prendra une demi-heure pour aller boire un café ou pour aller manger ensemble à nos frais », eh bien, on rate quelque chose là aussi, parce que la vie, c'est aussi pas seulement un cerveau, je ne vais pas vous faire le dessin, mais quelque chose qui bat dans le thorax et éventuellement des viscères dans l'abdomen, ce qu'on appelle communément les tripes, et qu'il vaut mieux entretenir tout ça avec un peu de relations humaines. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, là aussi, quelque chose qui peut être un takeaway, c'est ces 3C qui ne sont pas des conneries, mais véritablement créés, connectés et célébrés. Alors, je l'ai un peu, évidemment, déjà évoqué, sur la vigilance et les risques, c'est un peu graduel. Si on n'y prend pas garde, c'est de la froideur, c'est de l'anonymat. Vous regardez la liste. Il y a le dernier de la liste que j'aime beaucoup, qui est le risque qu'on transforme l'entreprise en une armée de mercenaires. Et ça, pour moi, c'est le risque absolu, parce que, sauf erreur, le mercenaire finit toujours par mordre la main qui la nourrit. Donc, il faut quand même faire attention à ça. C'est le stade ultime de la froideur et de la distanciation des employés. Et sans ça, dans les cas difficiles, je ne sais pas ce qu'on s'est mobilisé. Donc évidemment, il y a du bien-être et il y a du confort. Et il faut le contrebalancer par cette bonne prise en compte d'un risque sur l'isolement, la satellisation, bref, continuer à parler. Et juste une chose, une expérience, je suis assez joignable en chat, et évidemment par mail. Et je me suis rendu compte au cours des 2 dernières années que je n'ai aucun problème avec le premier niveau qui me rapporte. On se connaît, il me chatte, je les chatte, on reste en contact, on se voit une fois tous les 15 jours, une fois par mois, on arrive même à dîner ensemble, à prendre un Armagnac, ce qui soude évidemment les liens. Le problème, c'est que si vous regardez la profondeur de l'organisation, si j'y prends pas garde, il y a des gens que je ne vois plus, que je ne contacte plus et qui n'osent plus me contacter. Ce que le management by walking, si j'ose dire comme ça, permet d'éviter. Ça, c'est une espèce de synthèse, parce que j'arrive, avant de me prendre le carton rouge, il faut que j'accélère. C'est une espèce de synthèse de ma part, des recommandations, des expériences, passer du temps ensemble, célébrer les succès, respirer de temps en temps l'air extérieur, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Si on n'y prend pas garde, on va vers une asphyxie intellectuelle. Les gens sont 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour derrière l'écran. Quand ils sont au bureau, ils sont à leurs occupations internes. Il faut de temps en temps les inciter, les inviter, favoriser le fait qu'ils aillent prendre l'air à l'extérieur pour voir des gens qui pensent peut-être différemment. Et je vous invite, ça vaut ce que ça vaut, à lire ce livre qui est paru en poche il y a 1 mois, je crois, qui coûte 8 €, et qui est l'histoire de notre métier informatique. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec le management, sauf que ça a tout à voir avec le management, histoire de l'illustrer, la phrase du bas. Et moi, j'ai été extrêmement passionné, fort intéressé par des exemples comme celui de Robert Noyce à la création de Intel, qui a joué un rôle de fédérateur. C'était pas le plus grand dirigeant, pas le plus grand gestionnaire, pas le plus grand technicien, mais il a fédéré tout le monde. Et s'il y a une réussite, c'est pour une part grâce à lui, parce qu'il a créé le ciment de la fédération. Alors évidemment, en contrepoint, je ne pouvais pas l'éviter, c'est le fameux mail d'Elon Musk, on en pense ce qu'on en pense. Moi je trouve que c'est un excellent coup de pub pour lui. On a l'impression en lisant le mail, il n'y a que Tesla qui fait des belles choses. Bon, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'on avait quand même réussi à faire un mergeur de 2 gros constructeurs automobiles à distance, donc ça ne fait pas être si mauvais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il évoque quel est l'impact sur l'innovation et la création, et que ça mérite que les managers se posent des questions sur comment ils compensent ce travail à distance. Et puis, normalement, il devait y avoir un slot pour des questions, mais je pense que c'est un peu mort. Mais en tout cas, ça me donne l'occasion de partager avec vous la citation du vieil Albert. En général, il est assez aimé par toutes les générations, y compris les plus jeunes, qui lisent plus beaucoup, mais ils arrivent à lire, je pense, 4 lignes. Et ça, c'est intéressant parce que Learn from yesterday, c'est le PDCA, c'est l'amélioration continue. J'apprends ce que j'ai fait. Live for today, c'est assez intéressant parce qu'on a du mal à être dans l'instant présent. On est toujours en train de gamberger sur avant, hier, etc. Profitons, y compris au plan technique dans nos métiers, de ce temps présent. Et puis, hope for tomorrow, mon Dieu. Quand j'avais 20 ans, je travaillais pour payer mes études, mais j'étais sûr que demain serait meilleur. Je ne sais pas pourquoi, persuadé.
Posez la question à des ados aujourd'hui, à des jeunes adultes, ils ont l'impression qu'on est en train de s'embourber dans un truc immonde. Donc, pour la vie perso, comme pour la vie technique, demain est à créer. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir d'espoir. Et puis finalement, continuons à nous questionner, y compris les managers, dans le cadre du travail à distance, pour savoir quel est leur rôle, ce qu'ils ont à faire. Merci beaucoup. Jean-Luc, vous avez à un moment dans votre présentation évoqué les différences d'approche d'un pays à l'autre. Je voulais savoir si les problèmes ou les sujets que vous avez soulevés côté français sont les mêmes en Allemagne. Vous avez même cité un collègue italien. Est-ce que la problématique est la même, vous qui avez un point de vue européen sur ces affaires-là? Alors, je ne sais pas dire grand-chose sur les Américains. Ce que je sais, c'est que les Italiens et les Espagnols ont une approche très liée à l'affect également, donc ils sont sensibles à ce genre de propos. Les Allemands et les Anglais, c'est probablement un peu différent, un petit peu différent. On leur a proposé d'ailleurs la possibilité de signer des avenants pour être en full remote, et moi je trouve ça effrayant. Donc ça veut dire que eux, on a des gens en ils ont Allemagne, la même appétence pour le télétravail, quoi. Oui, et avec la possibilité de ne pas revenir au bureau si fréquemment. Du tout. Et encore, alors la chose qui me surprend, c'est entre nous, c'est que le jour où ils viennent au bureau, on les paye parce que c'est un déplacement. Ouais. Alors, il y a une deuxième question, mais je ne sais pas, il faudra la poser au DRH cet après-midi, mais tout ça se réalise, le quota de télétravail qui est de plus en plus important, avec la signature d'accords avec les organisations syndicales. Absolument. Et personne n'a susurré aux organisations syndicales qu'éventuellement, à force d'être chez eux, il n'y aurait plus du tout de syndicalisme et les gens se syndiqueraient plus et qu'ils étaient en train de scier la branche syndicale sur laquelle ils étaient assis. Ça leur a pas échappé, hein, Malgré ça. aux organisations syndicales. Ouais. C'est-à-dire que quand je suis à Poissy une semaine sur deux, j'ai l'opportunité d'en croiser quelques-uns, des gens qui sont parfois dans mes équipes. J'interviens moi-même dans deux CSE, un à Poissy de temps en temps, et un dans l'Est de la France où on a un data center, c'est un établissement informatique à part entière. Bon, oui, je pense qu'ils ont bien vu le risque et le danger. Et ils sont déjà dans une... Alors, dans l'automobile ou dans l'industrie, on a une participation aux élections professionnelles qui est assez remarquable. On est dans des taux de participation de 85%. Le taux de syndicalisation est faible, mais les gens votent. Donc, c'est vraiment un risque. Et c'est vraiment, vous avez absolument raison, c'est une des facettes problématiques. Parce que, historiquement, en particulier dans les bureaux d'études, les gens regardent la chose syndicale avec... une certaine distance. Moi, j'ai toujours, pour avoir été en plus directeur d'un centre de production, encouragé quand même à regarder cela avec une vraie attention et à s'adresser aux représentants du personnel comme on doit s'adresser aux représentants du personnel, si tant est qu'ils jouent le jeu en face, évidemment, mais à les associer aussi aux projets, aux problématiques, enfin à leur parler en gros comme à des grands garçons. Et là, il y a un vrai problème. Ouais. Sur les jeunes, vous leur avez dédié la citation d'Einstein à la fin. Est-ce que vous avez noté des sujets, des problèmes particuliers avec les aides, il les appelait comme ça, Karim Duval? Oui. Alors ça, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû le mentionner comme un retour d'expérience. Quand le confinement est arrivé, tout le monde pensait que les jeunes allaient être ravis et les plus vieux crabes allaient grogner et avoir du mal à s'adapter. Bon, c'est exactement l'inverse qui s'est passé, parce que quand vous arrivez à un certain âge, on a beaucoup de vieux dans l'automobile, et en particulier chez nous, dont je suis, en fait, les gens, ils sont dans des situations matérielles plutôt sympas, Donc, travailler à la maison, on se met dans une pièce dédiée, on ferme les portes, il y a voilà, on est bien au confort. Les plus jeunes, ils ont été dans le confinement avec le PC sur les genoux, avec le conjoint à côté sur le canapé, avec les enfants à s'occuper, etc. Donc nous, on a vu très vite, en fin de confinement, des gens qui demandaient à revenir. Donc je suis pas sûr que les plus jeunes, et en tout cas, par exemple, mes enfants ne font plus de télétravail. Si, un lundi, un vendredi de temps en temps, mais pas à la dose dont on parle. Pourquoi ? Parce que je pense que si on n'a pas une coquille d'huître autour du cerveau, on a une appétence pour le contact, pour parler, pour discuter, enfin bref, la vie. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à tous.